Selon des experts, 85 à 90% du patrimoine africain serait hors du continent. Ces œuvres du 15e et 20e siècle ont été utilisées pour des raisons religieuses, symboliques ou esthétiques. Dans le long et houleux débat de la restitution des artefacts des nombreuses aires culturelles du continent, se pose la question muséale comme lieu de partage, ses limites, le regard colonial. En ces débuts d'année 2022, c'est sur le musée du Quai-Branly que l'on se tourne. La particularité de sa dernière exposition sur la route des chefferies du Cameroun, du visible à l'invisible, a fait le choix inverse de faire venir des artefacts et trésors actuellement utilisés dans des royaumes et cités-états de Grassfield, dans le nord-ouest du Cameroun, qui est l'une des 4 aires culturelles du pays. Vous écoutez Le Maquis, un podcast de la MECAS, amicale des étudiants africains, caribéens et sympathisants, affiliés à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Retrouvons-nous dans la seconde partie de cette conversation où nous parlerons plus précisément de musées colonial et décolonial, mais d'art, de politique et bien plus. L'argument de on ne sait pas si vous allez être capable de vous occuper de ces œuvres, c'est vraiment un argument en fait de genre domination et c'est dans une relation post-coloniale quoi, où comme tu as dit, on infantilise en fait les pays africains et d'autres parce qu'il n'y a pas que des œuvres de peuples africains qui sont exposées au Quai-Branly, mais genre c'est vraiment diminuer en fait ces pays-là. Et en fait oui, du coup je répète un peu ce que tu dis, mais c'est à ces pays, à ces peuples en fait de choisir la manière dont ils vont utiliser, dont ils vont potentiellement exposer ces œuvres-là. Et aussi en fait par rapport à ta deuxième question de tout à l'heure, je me demandais parce que donc là ça a l'air d'être un argument en fait de l'exposition que là c'est eux qui ont emprunté des œuvres à ce peuple. Et en fait ma question c'est est-ce que le Quai-Branly avait a dans ses collections des œuvres je me souviens plus du nom les Bamileke, ouais, est-ce qu'ils en ont de base? Ouais, de base. Oui. Donc en fait, pour moi, là, c'est juste un argument commercial pour dire, regardez, on est différents, on fait des efforts. Mais je veux dire, s'ils avaient déjà les œuvres, et que en plus, eux n'en rendent presque pas, comme on l'a dit tout à l'heure, je trouve que c'est pas... que c'est un peu hypocrite, quoi. C'est un coup de com'. Ouais. Par contre, moi, je suis déjà allé plusieurs fois. Peut-être c'était ma 3e fois là que j'y allais. J'ai vu certaines œuvres qui sont parties. Il y a des œuvres camerounaises, par contre, c'est resté à la même place. Mais il y a je crois, il y a un trône de Béhanzin, du Bénin. C'est retourné parce que c'était vraiment à une place centrale et tout dans le musée, c'est plus là. Mais ouais, j'ai vu des œuvres partir. Mais il y a des œuvres, c'est toujours là. Et c'est vraiment des œuvres qui sont importantes. C'est même pas des œuvres, parce que là, c'est vraiment juste pour donner une sorte... Oui, ça fait partie du patrimoine. Un trône, c'est plus un objet qui fait partie de l'institution d'un État. Et par exemple, comme j'ai dit, il y a le royaume Bamoun au Cameroun. Le roi actuel, il a un faux trône. Le vrai trône, il est en Suisse, dans le musée ethnographique ou d'ethnologie de Zurich, je crois. C'est le vrai, mais le faux, il est au pays. Donc c'est vraiment, c'est du vol, quoi. Ouais, je pense que ces questions, en fait, elles seront résolues. Là, on est clairement dans un rapport de force, en fait. C'est parce qu'on est faible qu'on se permet de nous dire sur un truc. Parce que je pense pas que, pour le cas de la Chine, je pense que si la Chine veut récupérer un artefact ou un objet qu'un pays, l'Angleterre l'a volé, ils vont clairement taper du poing sur la table et dire que rendez-nous, et si vous ne rendez pas, il y aura des conséquences, quoi. Et nous, on ne peut pas faire ça. Pour l'instant, on ne peut pas faire ça. Ça rejoint du coup un enjeu plus large de politique, de puissance économique et militaire et tout ce qui va. Et c'est vrai que vu qu'on est dispersé, chacun essaie de défendre ses intérêts. À la fin de la journée, quand on fait le bilan, c'est que nos objets ou autres, tout ce qui est en fait est censé renforcer nos patrimoines culturels dans un but de renaissance de façon générale, on ne pourra jamais récupérer en fait ce qu'ils nous doivent, dans le sens où ce sera eux en fait qui vont toujours dicter
ce qu'ils ont envie de nous donner et par rapport à leur agenda. Et clairement on n'est pas en fait sur le même piédestal pour pouvoir négocier à égalité. Et ça, en fait, c'est un exemple en fait, qui illustre le cas, pour la situation en fait, des pays africains. On n'est pas en mesure en fait, de lutter contre l'État français de façon individuelle. Ça rejoint le projet panafricain, comme c'est comme par hasard, ça, voilà, il faut qu'on puisse s'organiser pour vraiment peser, pour pouvoir justement réclamer ce qui nous est dû, voilà, pour qu'on puisse s'épanouir nous-mêmes et faire les choses par nous et pour nous-mêmes. Sans ça, en fait, bah, on va toujours être dans un rapport, un faux semblant d'égalité à traiter avec la France d'égal à égal. Pourtant, il y a l'Union africaine, hein, mais ils font rien du tout. L'Union africaine, c'est un autre débat. Non, mais vraiment, ils font rien du tout. Là, Parce tu que ouvres notre si porte. un pays, comme je sais pas moi, je sais pas pour être méchant, mais le Lesotho, qui est vraiment un tout petit pays, on se dit que oui, ils peuvent pas crier fort, ils n'ont pas assez de puissance. Bah, pourquoi l'Union africaine, elle fait pas au nom du Lesotho ou de plusieurs pays, pourtant, parce que c'est quand même du coup tout un continent, mais pourtant, aucune démarche. Peut-être ils ont fait des démarches, je sais pas, mais rien. L'Union africaine, en fait, déjà le finance pas. Partons à la base, l'Union africaine est financée un peu aussi par l'Israël. L'Israël, la Chine, Mais je ils te ont dis, rien à faire là. voilà, ils n'ont rien à faire là. Ils avaient même proposé de siéger au conseil je sais pas, au conseil de surveillance de l'Union africaine. L'observation. Mais j'ai dit que ça n'a pas de sens en fait. Genre, voilà. Là, c'est un premier point, le financement. Et la pensée politique des gens qui y sont. Parce que les gens qui y sont clairement pas panafricains. Déjà, typiquement, cette année, je crois que pendant 2 ou 3 ans, c'est Macky Sall qui est président de l'Union africaine. C'est un peu drôle pour quelqu'un qui a une politique très très france-africaine. Tu vois, c'est un peu un paradoxe. Et les chefs d'État qui sont là, enfin, c'est un peu un syndicat de chefs d'État qui peut rien faire parce que eux-mêmes en fait ils sont très souvent mal élus et ce qui fait que ça fait qu'ils ont des casseroles, ils peuvent pas mener certaines politiques et aussi le fait que dès le départ c'était l'échec en fait c'est une parenthèse historique, mais vu que c'est le parti de Houphouët qui a gagné en fait ce combat entre le côté Houphouët et le côté Kwame Nkrumah, fait que la vision panafricaine de base de l'Union africaine elle n'est pas appliquée parce que eux ils partent du principe qu'il faut que d'abord on arrive à se développer individuellement pour pouvoir attendre en fait vers un État fédéral comme on l'entend, mais ce que là pour l'instant elle est trop faible, l'Union africaine est trop faible pour pouvoir agir parce que elle n'a pas de légitimité, les peuples africains ne sont pas dans cette démarche-là de vraiment union parce que on se pense en tant que appartenant à nos pays avant de penser avant d'avoir une vision globale parce que ça c'est un autre débat, mais pour les gens qui vivent sur le continent, il y a très peu qu'une vision globale. On a d'abord une vision ethnique, ensuite peut-être une vision nationale, ensuite on se rappelle qu'on est noir quoi. Bon, je vais poursuivre avec vous avez un peu plus ou moins répondu à celle-là, mais avec cette exposition, du coup, pour celles et ceux qui ont été la voir, quelle est la place de la mémoire artistique? C'est une bonne question. Moi, personnellement, je trouve que quand je suis allé là-bas, je me suis vraiment senti limite émerveillé. J'étais vraiment fier d'être de mon pays. Parce que c'est vraiment beau, c'est vraiment des œuvres qui sont belles. Et comme j'ai dit, j'ai vécu au Cameroun et pourtant, j'ai jamais vraiment vu ces œuvres-là. Et moi, je suis très actif sur Twitter. J'aime beaucoup promouvoir mon pays, la culture de mon pays, l'histoire de mon pays, sous forme de thread ou autre, ou de tweet. Et il y a des œuvres que j'avais déjà tweetées, j'étais en ayant une certaine description, je disais, oui, ça c'est des masques de la société Koussi, etc. Mais je les ai vraiment vus pour de vrai, et c'était vraiment, j'ai vraiment bien apprécié. Je pense que pour la mémoire artistique, c'est nécessaire de les voir en vrai, parce que déjà, tu découvres la culture,
Mais en plus, quand tu connais vraiment la diversité du pays et tout, tu peux vraiment te rendre compte de la richesse du pays parce que les Bamoun, les Bamileke, etc., ils ont vraiment un art assez spécifique, mais ils sont plus dans l'ouest, le nord-ouest, mais si tu vas dans le grand nord du pays, qui est sous trois régions, l'Adamawa, le nord et l'extrême nord, c'est encore une multitude d'autres ethnies, de d'autres peuples qui sont majoritairement musulmans, qui ont vraiment un art différent. Et c'est vraiment des moments qui sont appréciables parce que tout simplement, tu vois que il y a plein de... Là, en fait, il est vraiment très varié chez toi, en fait, tout simplement. Mais moi, donc, j'ai pas pu voir l'exposition, Mhm. mais je suis déjà allée au Quai Branly. Euh, et en fait, ça m'avait fait penser, la dernière fois que j'y suis allée, je suis passée vite fait, enfin, c'était, je me sais même plus sur quoi c'était l'exposition temporaire, mais après, je suis passée vite fait dans la galerie permanente où il y a ces murs, enfin, où on voit à l'intérieur de La réserve? ouais, la réserve, enfin, les collections permanentes. Et, et en fait, ça m'avait fait penser à un livre et des articles d'une chercheuse anglaise qui travaille en fait sur les musées, sur les arts tibétains, qu'ils soient enfin, traditionnels ou contemporains. Et en fait, les enjeux politiques dans l'exposition de ces objets et de ces œuvres d'art dans les musées, sachant que du coup le Tibet est colonisé par la Chine. Et en fait, elle expliquait dans son livre que les arts traditionnels tibétains avaient beaucoup de succès dans les musées chinois. Que en fait, c'était vraiment, enfin, même si le Tibet n'existe pas en Chine, en fait, on exposait dans les musées les objets de cette culture. Mais en fait, elle expliquait que la façon dont c'était exposé, on avait l'impression que c'était des cultures mortes. Enfin, que ça n'existait pas, en fait. Et elle a fait une enquête sur ça, anthropologique. Et la dernière fois que je suis allée au Quai Branly, donc j'avais lu ces articles et certains chapitres de son livre. Et en fait, enfin, c'était ça, en fait, j'ai ressenti quand on voit enfin, ces murs, en fait, avec plein d'objets côte à côte, Mhm. des objets utilitaires en plus, genre enfin, des tenues, enfin, Des plein de brosses, choses des trucs comme ça, différentes. ouais. Et on se dit, enfin, en fait, moi, je trouve ça triste. Genre, donc toi, tu parlais de la mémoire et après, j'ai une relation différente à ce musée parce que je suis antillaise, donc enfin, c'est pas ma culture qui est exposée dedans. Mais je sais pas, moi, je trouve qu'il y a une sorte de tristesse, en fait, quand on visite ce musée. Voilà. Et toi, Diaby, tu en penses quoi si tu as un avis Bah, en une phrase? vu que je suis pas allé voir l'exposition, j'ai pas vraiment d'avis. Ok. Non. Mais moi, je voulais juste rajouter un truc pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est que euh, par rapport aux Tibétains, c'est que avec tout ce qui est l'histoire de l'art, les musées, les œuvres africaines qui avant avaient une connotation un peu primitive et tout, c'est que on attribue une sorte de valeur marchande à beaucoup d'œuvres et ça les rend... en fait, quand il y a souvent des ventes aux enchères et tout, et c'est comme ça en fait que certaines fois elles ont, comment dire, bah, ces œuvres marquent les esprits parce qu'elles sont vendues très très cher. Comme par exemple, moi, comme je dis, je suis du sud, je suis boulou par mon père, et mon peuple, en fait, il est très proche d'ethnies majoritaires du Gabon, de la Guinée équatoriale, et on est aussi présent, les Fans, ils sont aussi présents au Congo, mais Brazzaville, mais minoritaires. Et parmi les œuvres africaines, les vendues au prix, il y a des œuvres bah, des Fang, il y a je crois, les Baoulés, ou une autre ethnie de la Côte d'Ivoire, et les Bamileke. Et en fait, ça, je sais pas, c'est juste pour, en général, on attribue tout simplement bah, une valeur marchande à ces œuvres, et pourtant, ce n'est pas le cas, c'est pas des produits de commerce, c'est vraiment juste lié au patrimoine d'un peuple. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui doit être revu.
Et c'est pour ça que des fois, il y a certaines œuvres, je pense vraiment qu'elles ne doivent pas être dans des musées, mais vraiment redonner à des particuliers sur le territoire, sur le continent, ou à certaines institutions qui ne sont pas nationales forcément. Vous écoutez Le Maquis, le podcast de l'Amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de l'AMECAS. Je suis Sirandou Soukouna, présidente de l'association. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute. Du coup, ça me permet d'enchaîner sur mon avant-dernière question. Est-ce que le musée se suffit-il à lui-même en fait, pour nos spectateurs, spectatrices? Est-ce que pour découvrir dans le cas du Quai Branly de cette expo sur les chefferies bamileke, est-ce que le musée se suffit-il à lui-même pour découvrir la culture? Moi, je pense pas du tout, parce que comme j'ai dit, même si, par exemple, j'étais parti avec une connaissance qui était bamileke, camerounais, et une martiniquaise, je pense pas que c'est suffisant, parce que déjà, rien que dans l'expo, il y avait des éléments qui manquaient. Par exemple, je trouve que ils n'ont pas assez parlé de l'aspect historique de ces peuples-là, parce que par exemple, on ne sait pas vraiment d'où ils viennent. C'est pas vraiment bien expliqué, je trouve. Pourtant, les Bamileke ont quand même une histoire qui est assez euh, riche, et ils ont une origine qui est assez lointaine. Leur chefferie, elle date du 14e siècle. Ils ont une origine Tikar. Les Tikar, c'est un autre peuple du Cameroun qui est même à l'origine de plusieurs peuples du nord, ouest, de l'ouest du Cameroun et certaines ethnies du Nigeria. Ils ont aussi été énormément déportés durant la traite transatlantique. Donc, ils sont aussi beaucoup d'Antillais américains, tout ça, ils ont des origines Tikar. Mais du coup, déjà, l'aspect historique, les chefferies, ils n'ont pas beaucoup. On a parlé des chefferies, mais ils n'ont pas donné la généalogie de chaque chefferie. Même si elles sont beaucoup, elle est quand même assez précise. En général, dans les chefferies, ils connaissent qui est le premier roi, le dernier. C'est quand même très, très bien fait. Et il y a des dates qui sont assez précises pour les Bamoun, etc. Il y a un roi Bamoun. Actuellement, c'est le 20e, je crois. Et d'ailleurs, le roi précédent, il est mort en 2021. Le grand-père du roi mort l'année dernière, c'était vraiment l'un des personnages historiques camerounais les plus importants. C'est le roi Bamoun le plus important, l'un des rois de l'Ouest le plus important. Et il a vraiment révolutionné dans plusieurs domaines de l'art, au niveau pédagogique, parce qu'il a construit des écoles, il a fait créer une écriture, et c'est l'une des seules écritures vraiment africaines. Au Cameroun, il y en a deux, le Shumom, Ataoku, qui est Bamoun, et le Nsibidi. Nsibidi, on le retrouve au sud-ouest du Cameroun, et aussi le Cross River nigérian. Mais du coup, déjà, oui, l'histoire, au niveau de la géographie, je trouve que c'était assez, pour des non-camerounais, ou même des Camerounais, hein, de se repérer sur la carte de l'Ouest. Vraiment, chaque chefferie, c'est où. Ils donnaient des noms, hein, mais je pense que se le repérer sur la carte, ça peut être pas mal. Ensuite, tout ce qui est lieu sacré, il y en a, mais je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup parlé de ça. Et je pense aussi que du coup, c'est mieux d'aller dans les pays, en fait, pour... bon, à défaut de ne pas pouvoir aller dans les pays des musées, c'est bien, mais je pense aller dans les pays, ça peut être vraiment une immersion qui est importante. Parce que moi, personnellement, j'ai jamais été dans l'ouest du Cameroun. Ça fait longtemps que je suis pas allé au Cameroun d'ailleurs,
Mais si j'y vais, je vais clairement être le touriste. Parce qu'il y a vraiment plein d'endroits que j'ai découvert alors que j'étais plus dans le pays. Donc, je pense que c'est important d'aller sur le territoire. Ok. Et c'est hyper intéressant, du coup, ça serait un peu un discours que pourrait tenir une personne qu'on dirait déracinée, en fait, qui permet de découvrir l'art, en fait, de son pays. Enfin, j'imagine un Camerounais, je connais des Camerounais qui vivent en France, qui sont nés ici, mais qui n'ont toujours pas eu l'opportunité de partir. Et j'ai eu cet échange, du coup, par rapport à l'expo, et qui avait l'air vraiment complètement émerveillé. Ils disaient, bah, quand je vais retourner, j'irai dans, même si je suis pas originaire de l'Ouest, mais je vais quand même y aller parce que j'ai découvert ces œuvres-là et ça me paraît magnifique, tu vois. Oui, en plus, la région, elle est vraiment belle, hein. C'est l'une des plus belles régions du Cameroun. En fait, la spécificité de l'ouest et du nord-ouest, c'est que c'est dans les montagnes, dans les hauts plateaux du Cameroun. Euh, on a vraiment un pays qui a plein de paysages, de culture, tout ça. C'est pour ça qu'on appelle le pays de l'Afrique en miniature. Et du coup, oui, la région, elle est vraiment belle, donc il faut y aller, quoi. Et vous en pensez quoi, du coup? Est-ce que le musée se suffit-il à lui-même pour nos spectateurs et spectatrices? N'expliquez pas, hein. C'est difficile de... Enfin, je dirais non a priori. Enfin, qu'il faut toujours aller... si on a la possibilité, les moyens, c'est toujours mieux d'aller découvrir la source, en fait. Après, les musées, ils ont le pouvoir enfin, je sais pas, de faire que les gens appréhendent les choses d'une manière différente, intéressante. Mais après, tous les musées ne le font pas, quoi. Et toutes les expositions ne le font pas. Mais enfin, je trouve que, enfin, pour moi, le musée, c'est un espace qui a des potentiels, enfin, un potentiel incroyable, en fait. Parce que c'est quand même, enfin, les visiteurs, ils sont en interaction, ils ont la possibilité de voir des choses assez hors du commun, enfin, qu'on verrait nulle part ailleurs, en fait, et qu'on peut vraiment créer un récit, une histoire où, du coup, on entre vraiment dans un espace et on a l'impression d'être dans un autre monde, mais tous les musées ne le font pas de la même manière, tous les musées ne le font pas forcément bien, enfin, je veux dire, il y a plein d'autres, il y a des rapports de pouvoir, etc., donc, enfin, c'est compliqué, quoi, mais, ouais, donc, je sais pas, c'est plutôt un non, mais en tout cas, il y a du potentiel, quoi. Ok. Et toi? Moi, je dirais que un musée, ça peut, je pense, dans la façon dont tu l'es conçu, c'est un peu une vitrine pour introduire le spectateur à une culture qu'il ne connaît pas ou un truc, ouais, une culture ou un art qu'il ne connaît pas pour ensuite, derrière, qu'il puisse approfondir. Mais dans le cas des expositions au Quai Branly, je pense que ça permet. Bon, idéalement, c'est censé introduire les Français en fait, aux cultures africaines, mais dans les faits, c'est plus en fait les gens qui sont convaincus qui ont déjà. Il y a très peu de mecs d'étudiants lambda comme ça. Je me dis pas, vas-y, je vais aller au Quai Branly, une exposition africaine. Non, en vrai. En fait, c'est un peu un discours paradoxal parce que dans un sens, la population, je vais lancer un événement qui a eu lieu en début d'année. Il y a une meuf en fait, à Dauphine qui avait dit que en fait, les pays africains n'ont pas d'histoire, ils ont eu leur histoire à partir de la colonisation. Bon, tu vois, quand je ne pense comme ça, tu te dis, voilà, c'est chaud, tu vois. Et d'un côté, il y a ça, et de l'autre côté, tu as l'histoire en fait de ces peuples-là qui ornent en fait vos musées. C'est un peu un discours qui... Bon, en fait, les gens ne comprennent pas vraiment la réalité des choses, tu vois. Et je pense que déjà, je pense que du coup, ces musées-là, les musées qui dédient en fait la période de l'exposition au continent africain, très souvent, c'est pour des publics déjà avertis, des gens qui sont déjà intéressés par le truc ou qui ont un lien historique, où leurs anciens parents étaient un peu un colon sur le bord, qui avaient des œuvres, et du coup, ils sont intéressés pour un peu approfondir, ou l'ami d'une amie, mais c'est pas vraiment, ça ne concerne pas vraiment la majorité de la population, parce que la majorité des gens, ils auront tendance à aller voir à le Louvre pour voir, bon, les Égyptiens, mais tu me diras, les Égyptiens, c'est les Africains. Voilà, ça ne vient pas la même chose. Déjà, pour le sujet des Égyptiens, ça change le débat parce que on est sur une double comment dire ça,
acquisition, parce que du coup, c'est détenu. Les peuples arabes qui sont là maintenant, bah, ils veulent pas du tout, ils capitalisent sur ça pour pouvoir faire de l'argent, et aussi les Européens qui capitalisent sur ça aussi pour faire de l'argent, notamment les Anglais, parce que le British Museum, c'est l'endroit où il y a le plus d'objets égyptiens bon, en dehors d'Égypte, et c'est un peu paradoxal, ils font énormément d'argent sur ça, c'est comme le Louvre aussi. Ils font énormément d'argent sur tout ce qui est artefacts égyptiens, mais vu que bah, personne ne va se lever pour réclamer quoi que ce soit, bah, ils vont continuer à faire de l'argent sur ça. Et je pense que oui, du coup, bah, pour revenir au sujet à la question, je pense, oui, c'est parce que c'est un bon début, mais c'est pas une fin en soi. Le musée ne se suffit pas à lui-même voilà. Mais après, aussi, ça me faisait penser à un truc, c'est peut-être pour attirer des nouveaux visiteurs, enfin, il faut penser à de nouvelles manières d'exposer les choses. J'ai pas les réponses, mais je sais pas en fait qui organise les expositions du Quai Branly. Est-ce qu'ils travaillent, enfin, est-ce qu'il y a une vraie collaboration avec les peuples en fait qu'ils exposent pour faire ces expositions, pour penser à la manière dont on va enfin, afficher, exposer un objet ou une œuvre. Donc ça, c'est une question aussi. Si les chefferies gagnent quelque chose, Non, si eux, ils participent à la conception de l'exposition, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va montrer cet objet, où est-ce qu'il va être placé, pourquoi est-ce qu'on va faire comme ça. je sais pas, mais je pense que par rapport à tout ce qui est les thèmes abordés, c'est quand même, ça vient des chefferies parce qu'il y a des choses qui sont quand même précises, je trouve, comme tout ce qui est culte des ancêtres. Et je pense que vraiment les chefferies, pour eux, c'était important qu'on en parle. Mais après, est-ce qu'ils gagnent quelque chose? Comment l'expo elle est présentée, tout ça, je ne sais pas du tout. Mais vu que c'est une collaboration, je pense que sûrement ils ont une part à jouer. Mais pour le reste, je sais pas. Ouais, mais Parce que je sais que, par rapport à mes lectures pour préparer un peu cet échange, il semble qu'il y ait une organisation de toutes les chefferies en fait, qui ont plus ou moins du coup sont financées indirectement par l'AFD sur une échelle de 2 millions d'euros quand même, étalée je sais pas sur 3 ou 5 ans, je ne sais plus exactement. Mais du coup, c'est leur démarche, de ce que j'ai lu, mais après aller vérifier et creuser, c'est une démarche en fait de cette organisation des chefferies qui cherchait un peu à être exposée, à être importée. Et si on lit bien, la présentation de l'exposition, c'est la première étape des chefferies du Cameroun. Donc potentiellement, ça sous-entend qu'ils vont peut-être être exposés autre part, je sais pas, en France ou en Europe, et que l'idée c'est peut-être de faire une sorte de tournée en fait de cette exposition-là. ouais. Mais aussi ça reste quelque chose à confirmer. Mais pour répondre du coup à ton interrogation, je dirais que si cette démarche-là, et qu'il le souligne bien que c'est co-construit avec le musée du Quai Branly et ce groupe-là de chefferies, je pense qu'ils y gagnent quelque chose d'une certaine manière, outre la visibilité, je pense qu'ils doivent y gagner quelque chose. Mais après, c'est une hypothèse. Enfin, après, j'ai pas parlé de gagner des choses. Enfin, moi, c'était plus dans la manière... Enfin, vraiment dans le commissariat d'exposition, si eux, ils avaient... Enfin, un vrai pouvoir, en fait. Mentionné ou... Ouais, parce que je sais que c'est vraiment des enjeux, en fait, dans les musées où, par exemple, avant, dans les expositions, sur les arts africains notamment, il y avait beaucoup de dioramas, genre c'était des scènes où on recréait en fait, on reconstitue dans un espace du musée une scène, en fait, où genre on va avoir un mec avec un truc qui fait cette action, tu vois. Ou la femme ouais. avec son Non, pilon, non. enfin, je vois Mais, ce que tu veux dire. enfin, non, mais du coup, Il y a c'est... pas ça, hein, Non, pour mais l'expliquer. ça, c'était avant, du coup. Et en fait, c'était pour dire que, du coup, ça, les manières d'exposer, en fait, il y a des vrais enjeux parce que ça a donné une certaine perception aux visiteurs. Et que, du coup, ma question, en fait, c'était pour cette exposition et même pour les autres expositions temporaires du Quai Branly, même permanentes. Quel est le mot... quel est le pouvoir en fait de ces peuples quoi, genre c'est pas de ces chefferies du coup, mais pas juste dans est-ce qu'on va gagner de l'argent, est-ce qu'on est payé pour ça, mais est-ce que si par exemple cet objet pour nous il doit pas être exposé comme ça parce que on a ce rapport à cet objet et ça a pas de sens pour nous qu'il soit mis
un peu plus en l'air comme ça, mais il doit être face à la personne. Enfin, quel est leur pouvoir en fait Là, c'est une excellente question. Ça, je pourrais pas le Ouais. dire, mais en tout cas, tout ce qui est vraiment au niveau du visuel, j'ai pas trouvé de trucs spécialement dérangeants. C'est des mannequins qui portent, par exemple, il y a un moment dans l'exposition où c'est les tenues traditionnelles, c'est des mannequins qu'ils portent. Il y a des œuvres qui sont vraiment mises sur une sorte de plateau d'étalage. Du coup, c'est pas spécialement dérangeant. Je pense qu'ils ont vraiment pris des décisions simples. Je pense que c'est le plus simple. Mhm. T'as pas. Ouais. Mais du coup, peut-être que pour attirer des gens qui connaissent pas du tout et qui sont pas des visiteurs du Quai Branly, faudrait, je sais pas, Par contre, moi, je faire me demande, proposer de est-ce que nouvelles. après, il y aura genre d'autres expositions comme ça qui mettent en valeur la culture africaine ou d'ailleurs, comme par exemple, je sais pas moi, maintenant un focus sur les peuples mandingues ou. Ouais. Bah, pour les peuples mandingues, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est des peuples qui ont été islamisés. Du coup, ça fait que bah, tout ce qui est culture, elle est passée à côté, quoi. Elle a quasiment disparu. Le seul peuple qui était partie du peuple mandingue qui a gardé encore sa culture, c'est les Dogons du Mali, tu vois. Parce que du coup, tout le reste, c'est limite des Arabes, tu vois. Genre, les mecs s'habillent comme des Arabes, ils parlent comme des Arabes. Voilà, genre, tout a disparu. À part la langue, mais en gros, là, dans la pratique et tout, fondamentale, on n'a pas vraiment genre, un village où tu as des masques et tout. Du coup, les Dogons, par contre, eux, ils ont gardé cette culture-là. Ils ont des masques, ils ont des danses, ils ont des. Voilà. En gros, si tu veux voir encore à quoi aurait pu ressembler les peuples mandingues s'ils n'avaient pas été islamisés, c'est les Dogons. Ouais. D'autres points à rajouter peut-être? Non. Et donc, si je comprends bien, il y a vraiment une nécessité d'aller un peu plus loin et surtout de questionner en fait ce qu'on voit en fait, nous offre ce musée-là. D'où le côté, la beauté des œuvres, le côté artistique, mais aussi peut-être aller aussi chercher plus loin, peut-être questionner nos aînés aussi, pour comprendre un peu l'histoire. Comme tu disais, ils montrent les œuvres, mais en fait on ne connaît pas l'histoire notamment de chacune des chefferies, l'importance des rois et tout. Et c'est aussi là où peut-être peuvent intervenir nos aînés. Qu'en penses-tu? Et on finira sur cette question-là. Enfin, qu'est-ce que Aîné, vous en pensez? c'est-à-dire. Nos aînés, par exemple nos parents, par exemple le cas de toi qui a vécu au Cameroun, mais qui ne connaissait pas par exemple la région de l'Ouest, du Nord-Ouest, qui est venu, t'as découvert ces œuvres-là. Peut-être tu vas te renseigner au niveau de tes parents ou des plus âgés que nous, qui connaissent peut-être cette histoire-là. Moi, je pense que c'est vraiment important d'avoir cette perspective-là parce que c'est étroitement lié. Il y a vraiment des œuvres, par exemple, qui sont des sculptures d'éléphants. euh, et l'éléphant, en fait, c'est vraiment un symbole de puissance et c'est lié à la royauté. Il y a, par exemple, le masque éléphant qui, euh, qui est porté par une société secrète qui s'appelle le Kosi c'est un peu une sorte d'armée de police de la garde royale. Et c'est important de se dire que c'est étroitement lié à la royauté. Donc la royauté, c'est vraiment l'instance limite centrale de chaque chefferie. Donc moi, je trouve que c'était assez mis de côté, mis à part les tenues, les trônes, tout ça. Mais si on sait pas, on n'arrive pas à sortir Je pense que quand même les gens sont sortis, mais ils ne pouvaient pas citer un roi. Et ça, je trouve que c'est quand même dommage. S'il y a eu quelques rois Bamoun, mais il n'y a pas eu le roi Bamoun central, le plus important, le plus emblématique, le roi fondateur. Pourtant, il a quand même une certaine histoire qui date et c'est important de l'avoir en tête parce que comme ça, tu te dis pas, ah, c'est une histoire des années 1850. Non, c'est une histoire des années 1394. Donc, ça date. Euh, et c'est quelque chose qui, du coup, contre le fait que certaines personnes se disent que ah, les Africains n'ont pas d'histoire. Non, au contraire. Donc, je pense que les chefferies, elles sont là. Elles sont toujours présentes au pays. C'est possible d'aller voir des chefs traditionnels ou des rois, euh, ou aller dans les chefferies, avoir des visites guidées, et les personnes vont vraiment bien expliquer. C'est pour ça que je pense que le musée, c'est pas une, c'est pas, c'est juste un complément. C'est juste une vitrine.
Et même si on demande à nos parents, en général, des fois, nos parents, ils savent pas tout, hein. Moi, par exemple, ma mère, elle s'y connaît pas vraiment dans la culture. Et malheureusement, sur Internet, il n'y a pas par exemple, de site officiel des chefferies. C'est pas très numérisé, et ça, c'est dommage. Pourtant, il devrait. Mais c'est pour ça que oui, c'est important d'avoir vraiment une visite guidée dans les chefferies parce que ça sera beaucoup plus clair pour tout le monde, en fait. Du coup, D'accord. Merci. Vous avez rajouté quelque chose? Non, Là, je si. Dis-nous. Pour approfondir le sujet, il y a aussi un super podcast qui s'appelle La couleur de l'art. Et la fille qui fait ça, elle a fait plusieurs épisodes sur les musées des, entre parenthèses, coloniaux, je crois. Et donc, elle parle notamment du Quai Branly et je crois d'un musée au Sénégal, le musée des civilisations noires. Donc, je recommande aux personnes qui écoutent. Vous écoutiez Le Maquis, un podcast de la MECAS, amicale des étudiants africains, caribéens et sympathisants. Pour continuer la conversation, vous pouvez également vous abonner et échanger avec nous sur les réseaux sociaux via notre hashtag Le Maquis et nous vous y répondrons. Bonjour, Mariam Fofana, nouvelle présidente de la MECAS. Je vous souhaite de très bonnes vacances et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Bonjour tout le monde, ici Dior Camara, trésorière de la MECAS. Je vous souhaite un très bon été, de très bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Zabi Mohamed Lamine, je suis conseiller stratégique de la MECAS et je vous souhaite de bonnes vacances. Bonjour, c'est Awan Jai, vice-présidente de la MECAS. Je vous souhaite à tous un très bel été et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Hello, ici Sirandou Soukouna. On vous retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures et plein de nouveaux projets. Bisous. Salut à tous, c'est Émile de Pina Cardozo, membre de la MECAS et je vous souhaite de bonnes vacances. On se voit à la rentrée. Chers auditeurs, la MECAS te souhaite de bonnes vacances de la part de la MECAS et de Sarah Touré, membre active. Non, c'est propre.